Chunk 1. En connaître quoi que ce soit. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui va arriver à la Norma normale? Je ne peux pas vous en dire trop, mais seulement qu'elle devient un peu sauvage, un peu plus sauvage. Peut-être un nouvel intérêt amoureux, j'entends dire. Peut-être. En 1969, Peggy Lipton a rencontré Quincy Jones sur un voilier aux Bahamas. Ce qui semblait être une rencontre innocente était en réalité le début de l'histoire d'amour la plus controversée d'Hollywood. Il était marié, elle était une étoile montante. Mais aucun des deux n'a pu résister à ce qui s'est passé ensuite. Pendant 5 ans, ils ont gardé leur relation secrète pendant que le monde les regardait. Lorsqu'ils se sont finalement mariés en 1974, cela a choqué tout le monde. Mais le vrai scandale n'était pas leur relation interraciale. C'était ce que Quincy cachait à huis clos depuis 15 ans. Peggy Lipton est née le 30 août 1946 à New York. En apparence, sa famille semblait parfaite. Ils étaient riches, instruits et socialement respectés. Son père était un avocat d'affaires formé à Harvard. Sa mère était une artiste dont la famille avait autrefois été une partie importante de la communauté juive de Dublin. Ils vivaient à Lawrence, dans le comté de Nassau, l'une des banlieues les plus exclusives. Mais derrière cette image soignée se cachait une réalité bien plus sombre que quiconque, en dehors de la famille, ne pouvait l'imaginer. Peggy a grandi entourée de douleurs non exprimées et de traumatismes intergénérationnels. Une partie de cela venait du côté de sa mère, dont les proches avaient fui la Lettonie en tant que réfugiés juifs. Sa mère avait un fort besoin de contrôle et des apparences. Lorsque Peggy est née, elle s'appelait Peggy Ann. Mais Rita a décidé de changer son nom en Margaret Ann. Cela semblait être une petite chose, mais cela reflétait une vérité plus grande sur leur foyer. Dans leur cercle social, l'image comptait plus que l'honnêteté. Ils voulaient avoir l'air respectable, même si cela signifiait cacher ce qui se passait réellement. Vers l'âge de 7 ans, Peggy a développé un bégaiement si grave qu'elle ne pouvait parfois pas prononcer son propre nom. Chunk 2. Cela l'a transformée d'une enfant vive en une personne calme et effacée. L'école est devenue un lieu de terreur, car prendre la parole en classe pouvait se terminer par une humiliation. Les adultes ont rejeté cela comme une phase, sans jamais le relier aux abus qu'elle avait subis. En vérité, c'était une expression physique des dommages émotionnels qu'elle portait. Peggy dira plus tard qu'elle est devenue morbide et sombre, imaginant parfois sa propre mort et retenant sa respiration pour sentir ce que cela pourrait être. Le métier d'actrice lui donnerait un jour une issue, mais à ce moment-là, elle s'était piégée dans son propre silence. Sa vie a commencé à changer à 15 ans lorsque son père l'a aidé à signer avec la célèbre agence de mannequins d'Eileen Ford. C'était une opportunité extraordinaire pour une adolescente qui pouvait à peine prononcer son propre nom sans bégayer. Elle était grande, mince, avec des cheveux blonds cendrés et de grands yeux bruns. Bientôt, son visage est apparu dans les magazines de mode à travers le pays. À l'extérieur, elle vivait un rêve glamour. À l'intérieur, elle se débattait toujours avec les mêmes pensées sombres, utilisant de la marijuana, de la cocaïne et des pilules amaigrissantes pour faire face. L'ironie était frappante. Elle pouvait être mannequin pour que le monde la voie, mais elle restait souvent éveillée la nuit à s'inquiéter d'éviter certains monstres sur le plateau à cause de son problème d'élocution. En 1964, alors qu'elle avait 18 ans, la famille a déménagé à Los Angeles. Le déménagement a été soudain et transformateur. En quelques mois, Peggy avait quitté la maison et emménagé à Topanga Canyon. Elle s'est immergée dans la contre-culture, le yoga, la méditation, le végétarisme et la scène musicale. Elle a décrit le festival de Monterey Pop de 1967 comme un éveil spirituel entouré de personnes qui ressemblaient et vivaient comme elle. C'est également à cette époque qu'elle a expérimenté le peyote aux côtés de l'acteur britannique Terence Stamp. C'était la liberté, mais c'était aussi dangereux pour quelqu'un qui portait encore des blessures profondes. La même année, elle a signé un contrat avec Universal Pictures. C'était une étape importante dans sa carrière, bien qu'elle soit assortie d'une cruelle ironie.
Jouer la comédie exigeait de parler, et son bégaiement la faisait souvent se figer ou faire semblant d'avoir oublié ses répliques. Mais lorsqu'elle lisait un scénario, elle pouvait parler couramment. Le studio lui a confié les rôles qu'il jugeait appropriés, et elle n'avait d'autre choix que de les accepter. Ses débuts à la télévision ont eu lieu en 1965, à l'âge de 19 ans, dans le John Forsythe Show. C'était un début modeste, mais il a marqué le moment où Peggy a commencé à passer d'un mannequin de mode à une actrice. Au cours des prochaines années, Elitas est apparue dans Ma sorcière bien-aimée, The Virginia, The Invaders, The Road West, The FBI, The Alfred Hitchcock Hour et Mr. Chunk 3, Novak. Ce n'étaient pas des emplois aléatoires. Chacun d'eux la plaçait devant des publics fidèles à leurs émissions préférées et ouverts à de nouveaux visages. Son apparition dans The Alfred Hitchcock Hour lui a donné un avant-goût du suspense psychologique, un genre qui façonnerait plus tard son travail dans Twin Peaks. En 1965, elle a même partagé l'écran avec son frère, Robert Lipton, dans un épisode de Mr. Novak, un rare moment de famille au début de sa carrière. En 1968, Peggy est passée au cinéma avec ses débuts dans The Western Blue. C'était une autre connexion familiale. Son frère Robert était également au casting, jouant un personnage nommé Antonio, qui a trouvé sa fin dans une fusillade dramatique. Le film mettait en vedette Terence Stamp, Joanna Pettit et Karl Malden, donnant à Peggy la chance de travailler aux côtés de noms établis. C'était un monde différent de la télévision, avec un rythme plus lent et une plus grande échelle. Travailler sur Blue avec son frère lui a donné à la fois de l'expérience et un sentiment de confort au cours d'une année où tout dans sa carrière changeait. Ce changement est venu avec Mod Squad. Lorsque Peggy Lipton a été choisie pour incarner Julie Barnes dans Mod Squad en 1968, ABC a offert quelque chose de nouveau à la télévision. Son personnage était une fugueuse du foyer d'une mère prostituée, arrêtée pour vagabondage et portant le poids d'un passé trouble. Le rôle semblait réel parce que Peggy elle-même comprenait le fait d'être brisée. Comme elle l'a dit un jour, elle ne bégayait pas lorsqu'elle lisait les répliques d'un scénario. Jouer quelqu'un d'autre lui donnait une liberté qu'elle n'avait jamais eue dans la vraie vie. Sa performance délicate et vulnérable lui a valu 4 nominations aux Emmy Awards d'affilée de 1969 à 1972, ainsi que 4 nominations aux Golden Globes. En 1971, à seulement 24 ans, elle a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique, l'une des plus jeunes à l'avoir fait. C'était au plus fort de la guerre du Vietnam et du mouvement des droits civiques, ce qui faisait de sa victoire plus qu'une victoire personnelle. Julie Barnes était un pont entre l'establishment et la jeunesse rebelle, et le prix de Peggy signalait que la télévision était prête à embrasser les thèmes de la contre-culture. Sa célébrité soudaine a également apporté une révolution de style. Les longs cheveux blonds, cendrés raides de Peggy, ses mini-jupes, ses pantalons à pattes d'éléphant et ses colliers serre de perles sont devenus une tendance nationale. Ironiquement, elle ne s'intéressait pas aux projecteurs et a admis que la célébrité la rendait paranoïaque. Pourtant, en 1970, les magazines de mode présentaient le look de Julie Barnes et les grands magasins vendaient des lignes de vêtements inspirées de Mod Squad. Les salons de coiffure à travers le pays avaient des femmes demandant la coupe Peggy Lipton. Son style a adouci l'image de la culture hippie pour l'Amérique suburbaine, la rendant à la mode au lieu de menaçante. Avant même le début de l'émission, elle avait été nommée Deb Star de l'année par la Hollywood Makeup and Hair Stylists Guild en 1966, préfigurant l'influence qu'elle aurait plus tard. Mod Squad lui-même a enfreint les règles de la télévision en étant diffusé pour la première fois le 24 septembre 1968. Chunk 4. Il a introduit l'idée radicale d'utiliser de jeunes personnages hippies comme policiers infiltrés. Ils ne portaient pas d'armes et comptaient sur leur intelligence de la rue plutôt que sur les tactiques policières traditionnelles. L'émission abordait des questions qu'aucun autre drame de réseau n'osait aborder à l'époque, notamment l'avortement, le racisme, le SSPT chez les vétérans du Vietnam,
la violence domestique et la brutalité policière. Il mettait également en vedette l'un des premiers castings principaux interraciaux à la télévision aux heures de grande écoute. En 1970, il était devenu si respecté que l'un de ses épisodes a été nominé pour un Edgar Award du meilleur téléfilm policier. Au sommet de son succès télévisuel, Peggy a essayé de se diversifier dans la musique. En 1968, elle a sorti un album éponyme sur Old Records de Lou Adler. Il comprenait des reprises de chansons des meilleurs auteurs-compositeurs de l'époque, comme Stony End de Laura Nyro, qu'elle a enregistré 2 ans avant la célèbre version de Barbara Streisand. Sa version a atteint le numéro 121 du classement Billboard Bubbling Under. Elle a également connu un succès modeste dans les charts avec d'autres singles, notamment Lou, qui a grimpé à la 45e place au Canada en février 1970. Bien que sa carrière musicale n'ait jamais égalé sa notoriété télévisée, elle a fait d'elle l'un des premiers exemples d'une star de la télévision passant à l'industrie de l'enregistrement. Derrière la caméra, cependant, sa vie était beaucoup plus sombre. Dans ses mémoires de 2005, elle a admis qu'elle pouvait à peine profiter de son succès. Elle souffrait d'une profonde anxiété sociale, quittait rarement sa maison et redoutait les interactions avec la presse. Sa timidité était enracinée dans des traumatismes infantiles, notamment un bégaiement sévère qui rendait autrefois difficile la prononciation de son propre nom. La célébrité n'a pas guéri ses insécurités, elle les a amplifiées. Sa vie amoureuse était tout aussi turbulente. À 18 ans, 17 ans, Elawa a commencé une liaison avec Paul McCartney pendant la Beatlemania. En 1968, elle a eu une brève romance avec Elvis Presley, bien qu'elle ait affirmé plus tard qu'il était surtout impuissant à l'époque. Elle a eu d'autres relations très médiatisées avec Terence Stamp, Keith Moon et Lou Adler, et a même évité de justesse une rencontre sexuelle avec un Sammy Davis Jr. insistant. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles sa romance avec Elvis s'était terminée à cause de ses tentatives de l'intéresser à la scientologie. Bien qu'elle soit adorée par des millions de personnes, elle s'est décrite comme profondément seule. Avant de rencontrer Quincy Jones en 1973, elle a déclaré avoir vécu une vie très isolée. Elle sortait souvent avec des hommes émotionnellement indisponibles et a admis que ses histoires d'amour étaient plus une question de fantasme que de réalité. Dans sa jeunesse, elle imaginait parfois sa propre mort et essayait de sentir ce que pourrait être son dernier souffle, un signe des pensées morbides qu'elle gardait cachées derrière son image publique, cool et confiante. Son exploitation par l'industrie a commencé jeune. À 15 ans, elle a été engagée par l'agence de mannequins Eileen Ford et a rapidement été poussée dans un monde qui la sexualisait. À 17 ans, elle avait appris à utiliser son apparence comme un bouclier pour son manque d'estime de soi. Elle a commencé à consommer de la marijuana, de la cocaïne et des pilules amaigrissantes pour faire face à la dépression. Chunk 5. Le calendrier de tournage éreintant de Mod Squad l'a laissée épuisée. Et, à la fin des 5 années, elle était épuisée et encore plus repliée sur elle-même. Le système même qui a fait d'elle une star l'a également laissée lutter pour s'accrocher à elle-même. En 1969, Peggy Lipton n'avait que 22 ans et était au sommet de sa gloire. Grâce à Mod Squad, lorsque le destin l'a placée sur un voilier aux Bahamas avec Quincy Jones. C'était un voyage organisé par un ami commun, et le doux balancement du bateau a préparé le terrain pour leur première rencontre. Jones était déjà un producteur de musique de classe mondiale et, plus important encore, un homme marié. Lipton a déclaré plus tard qu'elle avait ressenti une attraction immédiate envers lui, une sorte de certitude tranquille qu'elle ne pouvait pas expliquer, mais elle savait qu'il ne servait à rien de laisser ses espoirs s'emballer. Il était marié au mannequin suédois Ulola Anderson et elle a maîtrisé ses sentiments. Cet après-midi ensoleillé est venu et reparti, mais le moment est resté avec elle. Aucun d'eux ne savait que ce serait le début d'une histoire. Une histoire d'amour qui captiverait l'attention d'Hollywood pendant des décennies.
5 ans plus tard, en 1975, Lipton a entendu des rumeurs dans les cercles hollywoodiens selon lesquelles Jones était séparée. Au cours des années intermédiaires, elle avait fréquenté de grands noms, comme Elvis Presley et Ryan O'Neal. Mais le souvenir de cette journée aux Bahamas ne s'était jamais vraiment estompé. Elle a contacté Jones par l'intermédiaire de sa fille Jolie, curieuse de voir si le moment était enfin venu. Jolie est revenue avec une réponse qui a fait rire Lipton. Elle était dans le top 10 et Jones a ajouté plus tard « Mais tu avais une balle, bébé », ce qui signifie qu'elle passait rapidement au numéro 1. L'étincelle s'est rallumée instantanément. 2 semaines après s'être reconnectée, Lipton avait emménagé dans sa maison de Los Angeles. Elle a même appris à cuisiner avant d'emménager, sachant que Jones ne faisait pas confiance à une femme qui ne pouvait pas se débrouiller dans la cuisine. Il a également intégré son travail dans leur vie privée, en installant une machine de montage de films dans leur chambre afin qu'ils puissent composer la musique de film sans être loin d'elle. La même année, leur vie a pris une tournure soudaine et effrayante. Jones avait 41 ans lorsqu'il a subi 2 anévrismes cérébraux, l'un après l'autre, qui ont failli le tuer. Le premier a frappé sans avertissement alors qu'il était chez lui avec Lipton. Il a décrit cela comme ayant l'impression que l'arrière de ma tête avait été enlevé avec une décharge de fusil. Les médecins ont opéré pendant 7 heures et demie pour réparer les dommages, seulement pour trouver un autre anévrisme sur le point d'éclater. Ils ont immédiatement pratiqué une deuxième opération en retirant une partie de son crâne et en la fixant de nouveau avec 6 clips métalliques. Son état était si critique que des amis ont commencé à préparer un service commémoratif au sanctuaire de Los Angeles. Il a déclaré plus tard qu'il avait eu l'impression d'avoir assisté à ses propres funérailles tout en respirant encore. Les opérations lui ont sauvé la vie, mais ont mis fin à sa carrière de trompettiste pour de bon, car la pression exercée par le jeu pouvait être mortelle. Au milieu de cette fragile convalescence, lui et Lipton ont décidé de se marier, scellant un lien façonné autant par la survie que par l'amour. Leur mariage les a mis en conflit direct avec le racisme encore profondément enraciné dans la société. Lipton a écrit dans son autobiographie « Breathing Out » que les préjugés sont devenus partie intégrante de leur vie quotidienne. Les policiers les arrêtaient souvent, supposant que Lipton, une femme blanche blonde, était une prostituée forcée de monter dans la voiture de Jones. C'est arrivé si souvent qu'ils ont fini par s'y attendre. Les préjugés étaient encore plus profonds lorsqu'ils venaient de sa propre famille. Sa mère a ouvertement déclaré qu'elle ne pouvait pas imaginer sa fille avec un homme noir ou élever des enfants métis. Lipton a finalement dit à sa mère qu'elle devait accepter la relation ou la perdre complètement. Cet ultimatum a mis fin à l'opposition ouverte, mais les dommages ont persisté. En mars 1974, Peggy Lipton et Quincy Jones ont accueilli leur première fille, Hadata. 2 ans plus tard, en février 1976, Rashida est née. Leur mariage avait déjà suscité la controverse et l'arrivée de 2 filles métisses a ajouté une autre couche aux défis sociaux auxquels elles étaient quand s'étaient confrontées. À l'époque, les enfants métis étaient souvent confrontés à des préjugés et à l'isolement. La mère de Lipton lui avait dit un jour qu'elle imaginait un prince charmant blanc ou un grand roi juif pour sa fille, pas un homme noir avec des enfants métis. Elle n'a commencé à s'adoucir qu'après avoir rencontré ses petites filles. Kada a plus tard quitté son école privée, principalement blanche, pour un lycée public à prédominance noire où elle se sentait chez elle. Rashida, en revanche, a d'abord ressenti des tensions raciales alors qu'elle était à l'université Harvard au plus fort de la politique identitaire. Les 2 filles ont ensuite connu des carrières réussies, Rashida jouant dans Parks and Recreation et apparaissant dans des films comme The Social Network, tandis que Kadata est apparue dans des clips vidéo et a eu une relation bien connue avec le rappeur Tupac Shakur. Leurs premières expériences ont contribué à façonner leur engagement envers les causes multiculturelles et la défense de la diversité. Lorsque Mod Squad s'est terminé en 1973, Lipton n'avait que 27 ans au sommet de sa carrière.
Elle avait remporté un Golden Globe, obtenu 4 nominations aux Emmy Awards et aurait pu décrocher des décennies de rôles principaux. Au lieu de cela, elle a choisi de s'éloigner complètement du jeu d'acteur pour élever ses filles. Elle a déclaré qu'elle se sentait épuisée après 5 ans de travail constant et qu'elle était devenue repliée sur elle-même et insécure à cause de toute cette attention. Sa pause avec Hollywood a duré 15 ans, à une exception près. Un retour en 1969 pour le téléfilm The Return of the Mod Squad. À ce moment-là, Adatta avait 5 ans et Rashida en avait 3, et Lipton était profondément concentrée sur le fait d'être présente pour elle. Elle a admis plus tard que lorsque Twin Peaks est arrivé en 1990, elle ne savait même pas comment appeler qui que ce soit pour se proposer à nouveau. Rashida la décrira plus tard comme la personne la plus inconditionnellement aimante et un soutien constant lors des auditions. Son bref retour à la télévision en 1969 pour le retour de Mod Squad était plus qu'une simple réunion. C'était son seul projet professionnel pendant sa longue pause. Le film a ramené Lipton, Clarence Williams III et Michael Cole 5 ans après la fin de la série, offrant aux fans un regard nostalgique sur les personnages qu'ils aimaient. Chunk 7. Au même moment, Quincy Jones atteignait de nouveaux sommets dans sa carrière musicale, produisant Off the Wall de Michael Jackson en 1969 et plus tard Thriller en 1982. Le choix de Lipton de refuser d'autres offres au cours de ces années lui a probablement coûté des millions de dollars en revenus, mais cela a clairement montré ses priorités. Peggy Lipton et Quincy Jones semblaient être le couple hollywoodien parfait lorsqu'ils se sont mariés le 14 septembre 1974. Pendant des années, leur relation a semblé forte de l'extérieur, mais au milieu des années 1980, les choses se sont tranquillement effondrées. Quincy a déclaré plus tard qu'il était confronté à 7 des 10 événements de vie les plus stressants en même temps. Son travail dans l'industrie de la musique l'a laissé épuisé et la maladie de sa mère a ajouté plus de pression à la maison. Peggy, qui avait quitté sa carrière d'actrice au sommet de sa gloire dans Mod Squad pour se concentrer sur leur famille, ressentait également le poids. Leur maison de Bear, autrefois un endroit heureux, a commencé à se sentir tendue, remplie de disputes et de distances émotionnelles. En 1986, après 12 ans de mariage, ils se sont séparés. Leurs filles, Kada et Rashida, n'avaient que 12 et 10 ans à l'époque. Pour le public, la nouvelle a été un choc parce qu'ils avaient toujours semblé profondément amoureux. En réalité, ils s'étaient déjà éloignés l'un de l'autre depuis des années. Pendant leur séparation de 3 ans, Peggy a élevé les filles tandis que Quincy a continué son emploi du temps soit rechargé. Le 10 octobre 1949, Peggy a demandé le divorce à Los Angeles, invoquant des différends irréconciliables. Elle a demandé la garde partagée et une pension alimentaire, mettant fin officiellement à une relation qui avait commencé en 1969, lorsqu'ils se sont rencontrés sur le bateau d'un ami aux Bahamas. Le divorce a été prononcé en 1990, clôturant le chapitre sur l'un des mariages interraciaux les plus célèbres d'Hollywood. Derrière les mots juridiques se cachaient pour des années de tension, de pression professionnelle et de trahison non dite. L'une de ces trahisons a été révélée des décennies plus tard. Dans une interview de 2018, Quincy, alors âgé de 84 ans, a révélé qu'il avait 22 petites amies dans le monde entier pendant leur mariage. Il a nommé des villes du Cap à Shanghai et a affirmé que les femmes étaient toutes au courant les unes des autres. Il a même dit que ses filles avaient dû fixer une limite d'âge pour les femmes qu'il fréquentait parce que certaines étaient plus jeunes qu'elles. Cet aveu a clairement indiqué que Peggy avait enduré bien plus que ce que le public n'ait jamais su. Le divorce a également laissé une profonde marque sur leurs enfants. Après la séparation en 1990, Hidata, alors âgée de 16 ans, a choisi de vivre avec Quincy, tandis que Rashida, âgée de 14 ans, est restée avec Peggy. Cet arrangement a fait que les sœurs ont grandi séparément, chacune façonnée par des environnements familiaux très différents. Rashida a déclaré plus tard que la séparation avait été difficile,
mais que la proximité continue de ses parents avait contribué à faciliter les choses. Malgré cela, les anniversaires, les jours fériés et les événements familiaux sont devenus compliqués et la division de leur maison a eu un impact durable sur les deux filles. Peggy Lipton est revenue à la télévision le 28 mars 1988 après avoir été absente pendant 15 ans. Elle avait quitté le métier d'actrice en 1973 pour se concentrer sur sa famille avec Quincy Jones. Mais à ce moment-là, ils s'étaient séparés en 1986 et divorceraient. Puis parti en 1990. Son rôle de retour était dans le téléfilm ABC, Addicted to His Love, où elle jouait une procureure adjointe. Chunk Wet. Barry Bostwick jouait un escroc charmant qui utilisait de faux noms pour arnaquer des femmes d'âge moyen par le biais de services de rencontres. L'histoire suivait 4 femmes qui avaient découvert son stratagème et qui avaient travaillé ensemble pour le piéger en utilisant une autre femme comme appât. Lipton avait 41 ans lorsqu'elle a accepté le rôle, montrant qu'une actrice pouvait encore décrocher un rôle principal fort au-delà de la trentaine, ce qui était rare à Hollywood à l'époque. Le rôle était un contraste frappant avec ses jours de Mod Squad, car elle incarnait maintenant une professionnelle du droit confiante, prouvant ainsi sa croissance en tant qu'actrice. 2 ans plus tard, en 1990, elle a décroché le rôle qui allait définir le reste de sa carrière. David Lynch l'a choisi pour incarner Norma Jennings dans Twin Peaks. Lynch était connu pour travailler avec de nouveaux visages, alors confier le rôle à Lipton était inattendu. Norma était la chaleureuse propriétaire du Doubler Diner, célèbre pour son café et sa tarte aux cerises. Les fans ont adoré sa romance avec Big Ed Hurley, jouée par Everett McGill, et leur association est devenue l'une des histoires d'amour les plus mémorables de la télévision. Le rôle correspondait davantage à la vraie personnalité de Lipton que ne l'avait jamais fait sa célébrité antérieure, et les critiques ont salué sa performance au cours des 2 saisons de l'émission de 1990 à 1991. Pour de nombreux téléspectateurs, Julie Barnes de Mod Squad s'est estompée à l'arrière-plan, remplacée à jamais par Norma Jennings. En 1992, elle est restée fidèle au monde de Twin Peaks en apparaissant dans le film de David Lynch, Twin Peaks: Fire Walk With Me. Le film était plus sombre que la série et a été présenté en avant-première sous les huées au Festival de Cannes. Il a également échoué au box-office, ce qui en a fait une décision risquée pour elle. Mais elle est restée fière de son rôle. En dehors de Twin Peaks, Lipton a montré qu'elle pouvait s'adapter au style de télévision en constante évolution. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, elle a eu des rôles récurrents dans des émissions comme Crash et Popular. Dans Popular, elle a joué Kelly Foster, entrant dans un drame moderne pour adolescents qui était à des mondes de son image de contre-culture des années 1960. En 2017, elle est apparue dans Angie Tribeca, jouant aux côtés de sa fille Rashida Jones. Elle a joué Peggy Tribeca, la mère du personnage de Rashida, apportant leur relation réelle à l'écran. Cette année est devenue une étape importante pour elle, avec à la fois le renouveau de Twin Peaks et cette collaboration familiale. Rashida, née le 25 février 1976, était devenue une actrice bien connue dans The Office, Parks and Recreation et The Social Network, et avait même remporté un Grammy pour un documentaire sur son père, Quincy Jones. L'autre fille de Lipton, Adata, avait également bâti sa propre carrière dans l'industrie du divertissement. À la fin de sa vie, Peggy Lipton avait laissé derrière elle non seulement des rôles télévisés emblématiques, mais aussi un héritage familial qui a continué son lien avec les projecteurs. Les mémoires de Peggy Lipton, Breathing Out, sont sortis en 2005 et comptaient 310 pages. Coécrit avec David et Coco Dalton, il a dépouillé l'image douce et glamour que les gens pensaient connaître. Dans ce livre, elle a parlé ouvertement de ses relations avec Paul McCartney et Elvis Presley,
ainsi que de ses expériences d'abus sexuels, d'affaires et d'un avortement. Elle a révélé à quel point il était douloureux de faire face aux réactions racistes pendant son mariage avec Quincy Jones dans les années 1970. Même sa propre mère a eu du mal à accepter la relation, disant qu'elle avait imaginé que Peggy finirait avec un prince charmant blanc ou un grand roi juif. Lipton a également admis que pendant son plus grand succès dans Mod Squad, elle se sentait trop incertaine d'elle-même pour vraiment profiter de la gloire. Le livre a fait preuve d'une telle honnêteté qu'il est devenu un best-seller et a laissé au lecteur une image très différente d'Hollywood dans les années 1960 et 1970. En 2004, à l'âge de 58 ans, on a dit à Peggy qu'elle avait un cancer du côlon. Le diagnostic est survenu juste après qu'elle ait terminé une série réussie de spectacles sur scène dans les monologues du vagin. Les dossiers médicaux suggèrent qu'elle a peut-être été diagnostiquée en 2003, mais son traitement, qui comprenait probablement une chirurgie, une chimiothérapie et une radiothérapie, s'est prolongé jusqu'à l'année suivante. Elle s'est battue avec acharnement et a vaincu la maladie, ce qu'elle a appelé son plus récent triomphe dans ses mémoires. Sa fille Rashida a dit que l'expérience avait rapproché la famille. Il faudrait encore 15 ans avant que le cancer ne revienne. Mais son rétablissement initial a montré la détermination qui a défini sa vie. Même après avoir divorcé en 1989, Peggy et Quincy Jones sont restés proches. Ils avaient été mariés pendant 15 ans et séparés pendant 3 ans avant d'y mettre officiellement fin. Mais ils ont protégé leurs filles, Kada et Rashida, des pires aspects. Ils ont coparenté avec une chaleur inhabituelle et ont travaillé ensemble sur des questions familiales, comme si le mariage n'avait jamais pris fin. En 2018, Rashida a déclaré à Entertainment Weekly que leur proximité avait tout facilité parce que cela venait d'un lieu d'amour. Quincy est même apparu aux côtés de Peggy dans le documentaire Netflix de Rashida, Quincy. À sa mort, il a qualifié leur amour d'éternel. Le 11 mai 2019, Peggy s'est décédée chez elle à l'âge de 72 ans, entourée de Kadata, Rashida et de plusieurs nièces. Ses 3 filles étant ici ont dit qu'elle était décédée paisiblement et l'ont appelée leur phare de lumière. Le cancer du côlon, qu'elle avait autrefois vaincu, était revenu et s'était propagé. L'annonce de sa mort a suscité une vague d'hommages à travers Hollywood, de collègues et d'amis qui l'avaient connu au cours de sa carrière de 5 décennies. Pour beaucoup, son décès a marqué non seulement la perte d'une actrice bien aimée, mais aussi la clôture d'un chapitre de l'histoire d'Hollywood dans les années 1960 et 1970.